Ça, c'est un enfant. Et voilà un panel de ressources disponibles pour lui. De l'eau, de la nourriture, de la chaleur et des vêtements. À partir de maintenant, tu dois t'en occuper. Ton objectif, c'est de le faire grandir et qu'il se développe correctement. Qu'est-ce qui, selon toi, est important? Penses-tu qu'il y a sur cette table tout le nécessaire pour qu'il grandisse? Il y a ici tout le nécessaire pour qu'il grandisse correctement, physiologiquement. Il manque pourtant un élément très important. Je t'emmène dans une réflexion qui a traversé les années, montrant que malgré tout ce qui se trouve sur cette table, il manque l'essentiel pour que cet enfant grandisse. Je t'emmène dans un moment de l'histoire assez particulier. On est après la Seconde Guerre mondiale. Il y a ce qu'on appelle le baby boom. La guerre est terminée, les gens comptent bien rattraper le temps perdu. Il y a donc énormément de naissances. Mais le contexte d'après-guerre fait qu'il y a beaucoup de familles où il y a des parents qui sont décédés, un ou les deux. Il y a énormément de pauvreté avec des grandes familles et aussi des maisons détruites. Toutes ces conditions font qu'il est difficile pour les familles de garder leurs enfants. Donc ces enfants sont accueillis dans des internats, dans le milieu hospitalier généralement. Dans ces internats, ils sont pris en charge par du personnel médical, souvent des personnes qui sont là pour les enfants, souvent des femmes, mais les adultes sont trop peu nombreux pour le nombre d'enfants. Ils répondent correctement à leurs besoins physiques, ils mangent à leur faim, ils ont un toit et une température convenable, mais cependant, les enfants montrent des troubles importants qui se développent dès l'âge de 6 mois. Premièrement, ils ne sourient plus du tout à l'adulte, sont apathiques, ne montrent plus d'émotion. Ou alors ils ont une réaction démesurée. L'adulte part, ils vont se mettre à hurler, à pleurer de façon démesurée. Ou alors, aussi inquiétant, ils ne vont avoir aucune réaction quand l'adulte de référence part. Les observations vont même jusqu'à ce que René Spitz appelle le syndrome d'hospitalisme. C'est-à-dire que les enfants perdent du poids, maigrissent, deviennent faibles, alors que leurs besoins physiques sont comblés. On comprend donc que l'enfant a besoin d'autre chose, d'un lien entre lui et l'adulte. Avant les années 1950, la plupart des psychologues et psychiatres, influencés par la psychanalyse, approche qui cherche à expliquer le comportement de l'humain par son inconscient, par les désirs refoulés ou les conflits internes, en se basant sur les souvenirs, sur les rêves, ou le behaviorisme. Très bien ça! Qui est une approche psychologique qui étudie uniquement les comportements observables et leur modification par le renforcement ou le conditionnement. Donc influencé par la psychanalyse et le behaviorisme, pensait que le lien entre la mère et l'enfant reposait principalement sur la satisfaction des besoins physiques. Concrètement, il pensait que l'enfant s'attache à la mère parce qu'il le nourrit. Le lien affectif serait donc une conséquence secondaire de la gratification. La nourriture, les soins corporels. On parlait de la théorie de la dépendance secondaire, c'est-à-dire que la dépendance affective découlerait de la dépendance physique. Des figures comme Freud ou Skinner soutenaient cette idée. Freud pensait que l'enfant s'attachait à sa mère comme source de satisfaction orale, c'est-à-dire par le biais du sein. Les behavioristes, eux, voyaient la mère comme un stimulus conditionné associé au plaisir, donc la nourriture. Intrigué par le phénomène d'hospitalisme, le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby a consacré du temps à l'observer. Il y a d'abord été confronté dans son travail de pédiatre et fait le lien entre troubles et séparation de la mère et l'enfant. Il a donc creusé cette question de manière rigoureuse et sur le long terme pour voir les effets de l'attachement sur les enfants. À travers ses études, Bowlby a renversé la conception psychanalytique et behavioriste du lien entre l'adulte et l'enfant. Il a mis en avant que le lien d'attachement n'est pas un besoin secondaire, mais un besoin primaire, aussi vital que la faim et la soif. Il a pu s'appuyer sur différentes sources avant d'en arriver là, notamment l'éthologie, avec les travaux de Konrad Lorenz, qui a travaillé sur l'empreinte des oisons qui vont suivre la première figure qu'ils vont voir, même si elle ne les nourrit pas. Il s'appuie aussi sur les expériences de Harry Harlow sur les singes rhésus.
Les bébés singes préfèrent une mère en peluche douce à une mère en métal qui les nourrit. Preuve que le confort affectif compte plus que la nourriture. Et donc, à partir de ces réflexions, il les a retranscrits sur ce qu'il a pu voir et a poussé cette théorie de l'attachement qu'on connaît aujourd'hui. Ce changement de paradigme, il a d'abord fait des résistances. Cela remettait en cause les courants mis en place. Les psychanalystes jugeaient cette vision trop simpliste. Les behavioristes remettaient en cause la part non observable et non quantifiable du lien affectif. Et le milieu médical voyait cette réflexion impossible à mettre en place due au manque de moyens humains et à la quantité de personnes qu'il faudrait pour prendre soin de ses enfants sur le plan affectif. Cela n'a pas empêché la théorie d'avancer avec différents chercheurs qui l'ont poussée toujours plus loin. Cette théorie a maintenant fait son chemin et a été validée par différentes disciplines et champs scientifiques. Elle est au cœur des domaines comme la psychiatrie, la psychologie du développement et aussi l'éducation spécialisée dans laquelle je travaille personnellement. Elle a d'ailleurs été plus approfondie. On sait aujourd'hui que l'attachement est une base pour que l'enfant puisse aller explorer le monde. Mieux il est attaché, mieux il pourra découvrir son environnement d'une manière sécurisée. On a également identifié 4 types d'attachement qui ont des répercussions sur l'enfant et je te prépare une vidéo poussée sur le sujet pour aborder ce sujet encore plus en profondeur. Est-ce que tu connaissais cette théorie? Si tu connais des détails intéressants sur cette théorie, je te laisse me les mettre en commentaire pour que je puisse peut-être en parler dans une prochaine vidéo. À bientôt!